Le 7 novembre 2010, en Guinée, s'est déroulée une élection historique qui a porté le professeur Alpha Condé au pouvoir. Cette élection était l'aboutissement d'une transition qui était chaotique quelquefois, mais toujours déterminée vers la démocratie. Le maître d'œuvre que l'histoire retiendra comme étant celui qui a mené cette transition-là à bout de bras, c'est le général Sekouba Konaté, président de la transition de décembre 2009 à l'élection présidentielle. Mais justement, il y avait un homme à tout faire, un homme à penser, à faire et à agir pour le général. Cet homme s'appelle Tibou Camara. C'est lui que nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir dans l'émission Réussite. Aujourd'hui, Réussite braque ses projecteurs sur un homme de l'ombre. Cher Yérim Seck vous en dit un peu plus sur Tibou Camara, qui va vous éclairer de ses confidences sur les péripéties de la vie politique guinéenne. Comme l'écrivait cher Yérim Seck dans Jeune Afrique lors de ce portrait qui suit, Tibou Camara est l'homme de confiance du général Sekouba. C'est lui qui a rédigé le discours lu par Sekouba Konaté à sa prise de fonction comme président par intérim. Encore lui qui a suggéré la nomination de Jean-Marie Doré comme chef du gouvernement de transition. Toujours lui qui a suscité la désignation de Rabiatou Serra Diallo à la tête du Conseil national de transition, CNT, l'organe législatif. Tibou Camara, c'est un euphémisme, à l'oreille du général. Nommé ministre secrétaire général de la présidence en mars 2010, il fait et défait les hommes et les décisions. Jeune loup aux dents longues, il est né en 1973 à Dinguiraï dans le Fouta, d'une mère Peul et d'un père Dialonké. Il est au cœur de l'échiquier politique guinéen depuis son retour de la Côte d'Ivoire où il a fait des études de lettres. Auteur en 1998 de l'ouvrage Lansana Conté, Ma politique, il a créé le Spécial, devenu en 2000 l'hebdomadaire L'Observateur, connu pour ses articles au vitriol. Nommé en avril 2006 ministre de la Communication dans le gouvernement Morné de Cellou Dalein Diallo, il devient président du Conseil national de la communication en mars 2008 et, 2 mois plus tard, ministre de la Communication et d'éthique dans le gouvernement d'Ahmed Tidiane Souaré. Quand Dadis arrache le pouvoir au lendemain de la mort de Lansana Conté le 22 décembre 2008, Tibou Camara fait partie des personnes menacées de poursuites. Alors que ses ennemis le destinent à la prison, il se retrouve dans le gouvernement en qualité de ministre chargé de la communication du président de la République et ministre de la Défense. Au lendemain du massacre du 28 septembre 2009, il démissionne et il reste en dehors du pays. Et n'y réapparaîtra qu'après les accords de Ouagadougou pour devenir secrétaire général à la présidence. Marié à Mariam, sœur de Zeynab, première dame de Gambie, il est le père d'une fille, Rayane, et d'un garçon, Riyad Yahya, qui porte le nom et le prénom du président gambien. Détesté par les uns, aux yeux de qui il passe pour un funambule, il est admiré par les autres qui lui trouvent une grande capacité à rebondir. A-t-il un filet de sécurité ou atterrira-t-il au lendemain de la transition? Réussite s'interroge avec vous sur la trajectoire de cet homme élégant et doué d'un grand sens de la négociation politique. Tibou Camara, bonsoir. Bonsoir. Comment, où et quand s'est faite votre première rencontre avec le général Sekouba Konaté? Parfois, ce sont les mauvaises fortunes qui font les grands destins. Et comme c'est une pratique, une règle désormais notoirement établie dans notre pays, ceux qui quittent le pouvoir sont le plus souvent pourchassés au lendemain d'un changement de régime. Le changement de régime qui a suivi le décès brutal du président Lansana Conté, qui a ouvert donc une période de vacances de pouvoir, malheureusement n'a pas fait exception à cette règle que je condamne et regrette, comme tous ceux qui espèrent une certaine continuité de l'État dans notre pays et de respect de ceux qui ont incarné les institutions à un moment donné de l'histoire du pays. Donc après la prise du pouvoir par l'armée, c'était la chasse aux anciens dignitaires et malheureusement pour moi, comme j'étais un des personnages centraux de l'équipe sortante, à ma qualité de ministre de la Communication et aussi de porte-parole du gouvernement, naturellement tous les projecteurs étaient braqués sur moi. C'est ainsi que j'ai été cité à comparaître dans ce qu'on appelait à l'époque le Dadis Show, qui était un procès populaire de ceux qui avaient exercé des responsabilités publiques.
Donc on m'a cité dans un dossier où d'ailleurs je n'étais pas l'acteur principal, à savoir celui du cinquantenaire. C'est comme ça que je me suis retrouvé de but en blanc devant les caméras, devant un Dadis qui était au fait de sa puissance et qui menait des interrogatoires avec à ses côtés le général Sekouba Konaté. Donc on m'a posé des questions sur ce qu'on me reprochait et j'ai essayé de dire ce que j'en savais. Et plus tard, le général me confiera que c'est pendant cette comparution un peu inédite qu'il a eu de l'admiration pour moi et qu'il a estimé qu'il fallait compter avec ma génération et que j'étais un homme qu'il fallait connaître davantage et approcher. Voilà un peu comment est née notre relation. Mais justement, vous vous connaissez dans des circonstances particulières et votre relation évolue très vite au point qu'il y ait une confiance aveugle en vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors pour la petite anecdote, oui. Après donc cette fameuse comparution, il m'a raccompagné. Nous avons discuté un peu avec le capitaine Dadis sur un certain nombre de sujets. Et le président Dadis, sur le coup, décide de me faire raccompagner à domicile par son aide de camp. Et plus tard, j'ai revu le général Sekouba Konaté, qui a gardé une bonne impression de l'entretien que nous avons eu sur la manière dont il fallait conduire la transition. Il s'en est lui-même ouvert au capitaine Dadis, qui m'a contacté plus tard par téléphone pour me demander s'il était possible de prêter main forte à la transition dont l'objectif était d'aboutir à l'élection d'un président à la faveur de consultations populaires libres et démocratiques. Donc ça a été le coup de foudre, il faut le dire, puisque par la suite, à travers les différents avis que j'ai eu à donner, qui étaient tout à fait ceux qui étaient mon intime conviction, ils ont pris en compte un certain nombre de recommandations que j'ai eu à faire et qu'ils ont estimé s'inscrivaient un peu dans une sortie honorable pour chacun d'entre eux dans cette transition historique. Le 3 décembre 2009, Toumba Diakité tire sur Dadis Camara. Le général Sekouba Konaté et vous-même vous trouvez au Maroc. Quels sont les conseils que vous lui donnez tout de suite? Disons que le général Sekouba Konaté, comme vous l'avez écrit une fois, est un homme qui n'aimait pas beaucoup le pouvoir, qui n'aimait pas beaucoup apparaître à la lumière du pouvoir, qui n'aimait pas beaucoup les ors du palais, les honneurs attachés un peu à la fonction et au statut de chef de l'État. Il était donc réticent à jouer ce rôle qui lui revenait de façon, j'allais dire, plus que naturelle, dans la mesure où, dans cette phase d'incertitude, il était pratiquement impossible de trouver une personnalité de consensus pour éviter une rupture brutale qui allait conduire le pays dans un cycle d'instabilité chronique. Il était donc perçu aussi bien au sein de l'appareil militaire comme étant un homme de consensus, mais dans la pratique quotidienne du pouvoir avec Dadis, il a réussi à cultiver l'image d'un homme qui rassurait une majorité importante de l'opinion publique. Donc au lieu de chercher plus loin un successeur immédiat qui aurait pu d'ailleurs recentrer et recadrer la transition sur les objectifs qui avaient été dévoyés à la faveur d'un clientélisme qui avait été cultivé avec le nouveau régime, donc on a pensé que pour faire l'économie d'une crise liée à une bataille rangée pour une succession qui était ouverte, qu'il fallait un homme consensuel qui pouvait porter l'espoir d'une nouvelle transition. Moi, la recommandation que je lui ai faite, c'est de suivre le sens de l'histoire et de considérer que l'événement malheureux qui s'est produit avec le président Dadis n'était ni de son fait, ni le fait de quelques groupes que ce soit, mais c'était un peu la main de Dieu à un moment où la Guinée se posait beaucoup de questions par rapport à son avenir, et qu'au nom de ce même destin, il lui était indispensable, mais surtout pour l'intérêt de la Guinée, d'accepter, d'assumer pleinement le destin qui était désormais le sien. Il vous a fait confiance et vous a suivi, vous vous êtes engagé dans la transition. Quels sont les moments forts de la transition et les difficultés que vous avez rencontrées? Le premier moment fort de la transition, c'était la décision personnelle de contribuer à prendre la relève après la succession qui a été ouverte suite au malheureux incident dont vous avez fait état tout à l'heure.
L'autre moment également, ce sont les accords de Ouagadougou qui ont permis d'éviter également une querelle de succession avec toutes les conséquences imprévisibles à l'époque, puisque vous le savez, le départ du président Dadis du pouvoir n'avait pas forcément réglé la question essentielle de sa succession, et d'ailleurs, aussi bien lui-même que ceux qui le soutenaient ne s'étaient pas résignés à l'idée d'une nouvelle transition avec un autre homme. Et ça a été un moment de flottement dans l'histoire de notre pays. Ça a été un moment d'angoisse également pour les Guinéens qui redoutaient un affrontement ouvert entre ceux qui tenaient encore à revendiquer l'héritage du président Dadis ou qui militaient même pour son maintien au pouvoir malgré les événements qui s'étaient produits, et ceux qui pensaient que l'incident était peut-être une opportunité nouvelle pour le pays de repenser la transition avec des objectifs beaucoup plus clairs et un calendrier consensuel. Donc les accords de Ouaga, de ce point de vue, ont été un élément important de la décrispation politique et sociale dans le pays. Et puis après tout ce qui a suivi, la mise en place du gouvernement d'union nationale avec l'ensemble des acteurs, puisque c'était pour la première fois dans l'histoire de la Guinée que l'ensemble des composantes politiques et sociales, sans exclusive, sans discrimination aucune, cohabitaient au sein d'un gouvernement pour aller vers un même objectif. Malgré tous ces dispositifs et la mise en place du CNT, il y a eu un énorme cafouillage entre les deux tours. L'entre-deux tours en Guinée a battu le record historique de durée, plus de 4 mois. Pourquoi? La transition en Guinée a été beaucoup plus menée dans le sens de respecter une certaine échéance qu'on a tenu compte réellement de l'efficacité du processus lui-même. On a plus géré le temps que le processus, parce que vous savez, à l'époque, il y avait une crise de confiance majeure entre la classe politique et ceux qui étaient chargés de gérer la transition, avec l'expérience traumatisante du président Dadis qui s'était engagé à organiser des élections et qui plus tard a été amené lui-même à chercher à se succéder à travers les élections qu'il était appelé à organiser. Donc on a pensé que, en donnant du temps à ceux qui étaient chargés d'organiser la transition et de passer la main à un président élu, c'était un risque de dévoiement encore du processus de transition. Donc tout le monde a insisté beaucoup plus sur la notion de temps pour réduire les délais de la transition et donc limiter les risques de confiscation du pouvoir que sur l'efficacité du processus qui allait aboutir non seulement sur une transition réussie, mais sur une après-transition beaucoup plus stable que la période que nous connaissons aujourd'hui et qui révèle clairement que la transition, en quelque sorte, il faut oser le dire, a été bâclée. C'est Alpha Condé qui poussait pour aller à l'élection présidentielle, qui aujourd'hui dit qu'il a besoin de plus de temps pour les législatives. Mais il n'y a pas que ça. Le fait aussi d'avoir mis la présidentielle avant les législatives va fausser le jeu de la représentation populaire. Moi, je pense que des législatives avant la présidentielle auraient équilibré le pouvoir en Guinée, mais plus grave que ça, il n'y a pas eu de référendum sur la Constitution. Plus grave que ça, il y a eu des violences qui ont plus déchiré le tissu social que le processus était censé ressouder. Donc, après coup, qu'est-ce que vous pensez de tous ces cafouillages? Vous savez maintenant que ceux qui ont milité pour des élections rapides et qui disaient même à l'époque qu'il valait mieux des élections imparfaites que pas d'élections du tout, je suis heureux que confrontés aujourd'hui à la réalité du pouvoir et la gestion d'un État, qui se rendent compte qu'on n'est pas toujours de mauvaise foi lorsqu'on relève un certain nombre de choses indispensables à une bonne entreprise dans un État. Je pense très sincèrement que le problème de la transition dans notre pays a été l'absence totale de débat, puisque tout avis qui n'allait pas dans le sens, encore une fois de plus, de la clameur populaire paraissait suspect. Lorsqu'on donnait un avis qui était conforme à une certaine réalité et qui nécessitait quand même une meilleure analyse, on pensait que c'était des méthodes dilatoires pour essayer de gagner du temps et de rétablir le processus. Donc maintenant, oui, puisque la conviction reste la même manière qu'il y a eu de la célérité et de la rapidité à organiser l'élection présidentielle, il faut exiger qu'il y ait la même rapidité, la même célérité dans la suite du processus, d'autant plus que, contrairement au début où on n'avait pas l'expérience
d'un processus électoral où on n'avait pas des données exactes pour aller aux élections. Maintenant, il y a une base qui permet d'aller encore plus vite dans le processus électoral. Il n'y a donc aucune raison, après l'élection présidentielle, surtout le temps que nous avons perdu entre les deux tours, qu'on prolonge sine die l'organisation des élections législatives. C'est non seulement une tentative de retarder le processus électoral, mais c'est une menace pour les acquis de la transition, puisque en allongeant les délais, donc en prolongeant le régime d'exception, on ouvre une période d'incertitude dont personne ne peut dire à quoi elle aboutira dans d'autres pays. J'espère que le message sera bien reçu par Alpha Condé. En tant qu'homme de confiance du général, vous avez été accusé de tous les péchés d'Israël, tentative de faire perdurer la transition, blocage des activités du gouvernement de la CENI, partialité. Que répondez-vous à ces accusations? Vous savez, ça pose même le problème de l'alternance en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez le sort qui est réservé aux acteurs de la transition, à ceux qui ont entrepris cette œuvre pour le pays, avec la conviction de faire œuvre utile, vous vous demandez finalement à quoi ça sert de céder le pouvoir, à quoi ça sert d'organiser des élections en Afrique, si la démocratie est un prétexte de revenir en arrière, de réduire les espaces de liberté, de menacer les droits des citoyens. Finalement, on se demande quelle est la finalité de l'entreprise démocratique que nous sommes assignés. Quant à l'accusation de parti pris, je suis heureux aujourd'hui. Vous êtes notamment accusé d'être très proche de Cellou Dalein Diallo. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus de mystère ni de secret pour les Guinéens, à savoir, dans la transition, qui a observé le serment de neutralité que nous avions en partage et qui ne l'a pas observé. Moi, on m'a soupçonné, on m'a suspecté d'être dans un camp, mais je crois qu'aujourd'hui, les faits indiquent clairement que d'autres, de manière beaucoup plus ouverte et de manière beaucoup plus concrète, avaient choisi leur camp. Vous suivez mon regard, vous comprendrez parfaitement que dans cette transition, si nous avons tous fait le serment de neutralité, d'impartialité, je ne parle pas de la suspicion qu'on a pu alimenter, je parle de l'épreuve des faits. Avec les faits, on se rend compte aujourd'hui, puisque nous avons tous aujourd'hui une claire idée de ce qui a pu réellement se passer, nous avons tous vécu ces événements de plus près. Aujourd'hui, à la lumière des faits, à l'épreuve de l'exercice du pouvoir dans notre pays et de la manière dont chacun est traité, on sait qui avait choisi son camp et qui n'avait pas choisi son camp. Moi, je dis que mon camp, c'est la Guinée, et la fierté que j'ai aujourd'hui, malgré tout ce qu'on peut me reprocher par-ci, et de quoi on peut m'accuser par là, ma fierté, en ce qui me concerne, est d'avoir respecté, naïvement peut-être, mais avec sincérité, le serment de neutralité que nous avons fait. Et d'ailleurs, ce serment de neutralité, s'il n'a pas été partagé par tout le monde, l'occasion et le moment, parce que c'est une nécessité de l'histoire et un devoir de témoignage, le moment viendra de décrire, en tant qu'acteur clé de cette transition, le moment viendra de dire qui a fait quoi. Mais je suis heureux aujourd'hui, en tant qu'acteur de la transition, d'avoir été blanchi de ces accusations fantaisistes qui ne reflètent aucune réalité, aucune vérité, par l'issue même des élections. Pensez-vous, objectivement, que si j'avais un parti pris, comme certains, que l'issue des élections n'aurait pas pu être différente, puisque vous dites que j'ai été l'homme clé de la transition, l'homme de confiance du général Sékou Konaté, dont j'avais l'oreille. Si j'avais un candidat, je pense qu'il ne me manque ni l'intelligence, ni les moyens dans le statut qui était le mien, de pouvoir aider ce candidat. Mais malheureusement... Pourquoi, Thibou Camara, vous avez des rapports notoirement difficiles avec Alpha Condé? Moi, je pense que ceux qui connaissent mes relations avec le chef d'État actuel de notre pays savent que nous n'avons pas de relations difficiles. Au contraire, ceux aujourd'hui qui sont autour de lui, ceux aujourd'hui qui occupent des postes de responsabilité dans l'administration et dans l'État, au moment où on osait, je pèse bien le poids des mots, on osait parler au professeur Alpha Condé, on osait le fréquenter, on osait marcher avec lui publiquement dans les rues. Ceux-là aujourd'hui qui sont des militants convertis à sa cause, ce sont ceux-là qui le vouaient aux gémonies, ce sont ceux-là qui, en fait, faisaient de la relation avec Alpha Condé un crime de lèse-majesté. Vous savez, moi je ne suis pas un homme qui milite selon les circonstances, selon les intérêts. Moi, je ne suis pas prisonnier d'une relation avec un homme. Moi, je suis un homme libre. Je suis né libre, je mourrai pour ne pas cesser de l'être. Et moi, ce qui me lie aux hommes,
ce sont les valeurs et les convictions. Ce ne sont ni les circonstances, ni les intérêts. Quel regard portez-vous sur les premiers pas au pouvoir d'Alpha Condé? Ce n'est pas ce que j'attendais. Si vous voulez que je vous donne un avis honnête. Nous avons passé toute la période de la transition à prêcher l'unité des Guinéens. Nous avons passé toute la transition à prêcher une Guinée réconciliée avec elle-même et le reste du monde. C'est dans cet esprit que nous avons initié une série de concertations, une série de consultations avec l'ensemble des acteurs pour qu'au-delà de l'aspect symbolique d'une victoire électorale, que l'essentiel soit de créer les bases d'une refondation de l'État guinéen, d'une réconciliation véritable de l'ensemble des composantes. Je ne vois pas cette politique en marche aujourd'hui dans notre pays. Et je souhaite que le professeur Alpha Condé, qui a été élu dans des circonstances et conditions particulières de l'histoire de la Guinée, tienne compte de la nécessité de préserver le tissu social, la nécessité de prendre en compte l'ensemble des communautés du pays et aussi d'ouvrir cette présidence à toutes les compétences. Moi, je crois que le plus important pour la Guinée, c'est d'avoir un avenir. Ce n'est pas, bien sûr, il y a le droit d'inventaire qui peut être reconnu à tout régime naissant, mais aujourd'hui, vous pensez vraiment que le problème de la Guinée, c'est de visiter ou revisiter son passé? Non, c'est d'avoir un espoir d'avenir. Et ce qui explique aujourd'hui les difficultés que le nouveau régime a à se mettre en place. Ce qui explique aujourd'hui l'isolement de plus en plus du professeur lui-même dans un climat politique dominé par des contradictions fortes. Et il faut souhaiter qu'il puisse retrouver ses marques de manière à ce que tous les Guinéens se reconnaissent dans la politique qu'ils mènent et que surtout chacun puisse avoir la sécurité et la liberté dans son pays. Si je décode bien votre discours, ce qu'on reproche à Alpha Condé, c'est l'exclusion de la communauté Peul. Non, moi je ne parle pas d'une communauté en particulier. Bon, moi je fais moins de langue de bois pour expliquer. Ce qu'on lui reproche aussi, c'est la très faible ouverture de son gouvernement à l'opposition aux autres forces vives du pays. Mais au-delà de ça, le professeur Alpha Condé semble aussi, contrairement à ce que vous lui suggérez, avoir une sorte de fixation pour le passé. Il m'a été donné d'entendre qu'il a même dit au président Abdoulaye Wade que 2800 milliards de francs guinéens avaient été dissipés par le général Sékou Konaté et son régime en quelques mois, et qu'il était dans les dispositions de commettre une commission rogatoire internationale pour pourchasser un peu les biens que votre régime aurait extraits des caisses de la Guinée. Que pensez-vous de ça? Je voudrais d'abord dire que le général Sékou Konaté, qui fut le président de la transition, malgré tout, a été l'artisan des élections qui ont permis au professeur Alpha Condé d'être au pouvoir dans un contexte d'incertitude que vous et moi venons de décrire. Je pense qu'aujourd'hui, qu'il ne faut pas personnaliser le débat, parce que l'une des faiblesses de la société politique guinéenne, et même tout court la société guinéenne, c'est d'avoir toujours privilégié les querelles de personnes au débat qui porte sur les idées et qui porte sur les valeurs. Je ne dis pas que l'œuvre de la transition a été parfaite. Je ne dis pas que tous les acteurs de la transition sont irréprochables. Mais je dis que l'œuvre qui a été accomplie mérite respect et reconnaissance, notamment de ceux à qui elle a le plus profité, à savoir le régime qui est actuellement en place. Le général Sékou Konaté n'est pas un gestionnaire. Et je pense d'ailleurs que ceux qui ont aidé dans la transition à gérer, sans doute, parce que le professeur a estimé qu'ils ont fait du bon travail, ont été reconduits pour certains dans leurs fonctions. On ne peut pas donc du ministre des Finances. On ne peut pas donc dire d'un côté le régime a mal géré, le régime on ne peut pas le vouer aux gémonies, et en même temps prendre ceux qui ont été à des postes sensibles, notamment aux postes de gestion, pour les reconduire dans un gouvernement sur la base, je suppose, de la confiance. Je vous ai dit que c'est vrai que j'ai pris la parole aujourd'hui pour témoigner, puisque vous me l'avez demandé. Mais le véritable témoignage sur la véritable transition et le rôle essentiel que chacun a eu à jouer, ce témoignage est à venir. Et je peux vous garantir que ce n'est pas forcément toujours à ceux à qui on jette la pierre qui sont les plus coupables. C'est parfois ceux qu'on pense avoir mieux fait. C'est peut-être eux, les véritables responsables de la situation que nous dénonçons aujourd'hui. Moi, je serai à la place
du professeur Alpha Condé, s'il a envie de réellement faire un droit d'inventaire, qu'on ouvre le débat. Qu'on ouvre le débat, chacun d'entre nous va s'expliquer sur la partie de la gestion qui lui revient. Mais moi, je ne suis pas d'accord qu'on fasse un amalgame qui consiste à jeter l'anathème sur l'ensemble des acteurs de la transition, à commencer par le général Sékou Konaté. Si on veut un devoir d'explication, qu'on appelle tout le monde, que ce soit le président de la transition, que ce soit ses collaborateurs ou les autres acteurs de la transition, chacun de nous est justiciable. Nul d'entre nous n'est au-dessus de la loi. C'est aussi pernicieux d'alimenter une fausse suspicion que de ne pas chercher à connaître la véracité des faits, de manière à ce qu'on fasse la part des choses et que tout le monde ne soit pas jugé de la même façon et condamné de la même manière. Il y a un peu d'injustice à cela. Et puis, sincèrement, vous savez, si on entre dans l'histoire de la transition, ce n'est pas seulement que l'aspect de la gestion qui peut susciter débat ou polémique. Il y a beaucoup d'autres aspects de la transition dont on peut parler à de maintes égards pour le souci d'édifier davantage l'opinion publique de notre pays de manière à ce qu'on sache réellement qui a été bon, qui a été mauvais, qui a été propre, qui ne l'a pas été. Mais je crois que ce n'est pas un débat qui peut rendre service à la Guinée. Parce que la vérité que nous recherchons tous dans cette transition n'est pas forcément utile à construire un avenir paisible pour notre pays. Vous êtes l'homme le plus proche du général Sékou Konaté. Vous êtes même sur le point de le suivre dans ses nouvelles responsabilités en Éthiopie, au sein de l'Union africaine. Quelles sont, à votre avis, les qualités du général dignes d'être imitées par la jeunesse guinéenne? Ce fut un grand plaisir et également un honneur d'avoir participé à ses côtés à cette formidable entreprise que fut la transition, qui, une fois de plus, peut n'avoir pas été parfaite, à en juger aujourd'hui d'ailleurs, par l'émotion que suscite un certain nombre de critiques, un débat post-électoral, mais que je comprends parfaitement d'ailleurs, puisque l'issue de l'élection elle-même a constitué une très grande surprise pour l'ensemble des citoyens guinéens et à travers le monde d'ailleurs. L'élection du président Alpha Condé a été ressentie comme un coup de théâtre politique et électoral. Donc je comprends parfaitement que la transition continue à être un moment de passion et de débat, de polémique, parce qu'elle aura été intense, pleine, et tout cela, nous le devons au calme, à la sérénité du général Sékou Konaté, qui a su quand même maintenir l'armée dans un climat de confiance et de sérénité pour ne pas qu'elle empiète sur le bon déroulement du processus électoral. Donc ce que je retiens de l'homme, c'est un homme calme, serein, extrêmement profond et complexe, dont il est difficile de percer la personnalité profonde, mais qui sait également se montrer ouvert, convivial, agréable à ses interlocuteurs. Et je pense qu'il sait également faire confiance et déléguer ses pouvoirs, parce que c'est une expérience inédite dans la transition, de voir un ministre secrétaire général agir avec une liberté absolue, de voir un premier ministre chef de gouvernement, ce que d'ailleurs on reprochera au président de la transition, avoir les mains entièrement libres, sans contrôle, sans droit de regard, comme c'est reconnu à chaque chef d'État en fonction dans ses relations avec le Premier ministre. Donc il nous a quand même appris, dans la collaboration et dans la cohabitation avec lui, qu'il faut apprendre à faire confiance, qu'il faut apprendre à déléguer ses responsabilités, et surtout qu'il faut avoir le sens de la nation en se montrant à la hauteur des espérances de ses concitoyens, mais également à la hauteur de l'histoire, en étant ferme dans les convictions et dans les engagements qu'on a pris vis-à-vis de tout le monde. Donc je pense que pour les générations à venir, ce qui est important, c'est de savoir que le pouvoir, pour le pouvoir, ce n'est pas ce qui est important. Le pouvoir doit être le point de départ, et sa finalité aussi doit en être autant, le point de départ d'un service citoyen, d'un service public, d'une volonté de servir les institutions, d'une volonté de se mettre au service de ses concitoyens, mais également et essentiellement de respecter leurs droits et de respecter leurs libertés. Nous l'avons dit pendant la transition, aucun peuple, aucun État ne peut être géré de manière solitaire. L'exercice solitaire du pouvoir, l'exercice
tyrannique du pouvoir est d'un autre âge. Vous le voyez, le contexte mondial l'indique clairement. Partout il y a des révolutions aujourd'hui parce qu'on a tous, toujours, plus soif de liberté, plus soif de droit, de démocratie. Et je crois qu'il est important que le nouveau régime en Guinée le comprenne, mais surtout l'applique. M. Tibou Camara, vous avez 39 ans et un curriculum vitae plus dense que votre âge. Vous avez été ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information. Vous avez été président du CNC. Vous avez été ministre secrétaire général à la présidence de la République. Que voulez-vous que vos compatriotes retiennent de votre passage aux affaires? Il faut rendre grâce à Dieu de nous avoir permis de vivre des moments aussi importants que ceux que j'ai eu à connaître. Il faut remercier également ceux qui m'ont fait confiance en me confiant des responsabilités. Je veux parler notamment du général Lansana Conté, je veux parler également du président Dadis lui-même qui m'avait appelé à ses côtés, même si par la suite nous avons été amenés à une rupture plus tôt que prévu. Je voudrais également remercier le général Sekouba Konaté qui m'a donné une chance inouïe de contribuer à faire un tant soit peu l'histoire de mon pays. Ce que je dis en tant que croyant, je n'ai pas de prétention particulière, je n'ai pas de mérite personnel, je continue, comme je l'ai toujours dit, à suivre le cours normal de mon destin. Mais ce que je peux, c'est de continuer à porter avec force, fermeté et avec la plus grande détermination les convictions qui ont toujours été les miennes. Et avec la même énergie, avec la même détermination, je défendrai les valeurs auxquelles je crois. Donc je pense que moi je n'ai pas d'ambition personnelle, mais l'espoir que j'ai pour mon pays, c'est de ne plus retomber dans une dictature. L'espoir que j'ai pour la Guinée, c'est de ne plus connaître une crise artificielle née de dérives, que ce soit du fait des gouvernants ou de la classe politique. Ce que je souhaite, c'est un pays en paix, où chacun pourra vivre, même si il n'a pas de convictions qu'on estime compatibles avec une certaine doctrine officielle. C'est cela aussi la démocratie, malheureusement, et nous en avons payé le prix fort dans le cadre de cette transition, et nous en payerons encore un plus grand prix pour que la Guinée plus jamais ne revienne en arrière et qu'elle continue sa marche en avant. Je vous remercie, M. Tibou Camara. À bientôt, chers téléspectateurs.